Bonjour à toutes et à tous, je suis vraiment ravie d'être là parmi vous, puisque souvent je vous ai soit par visio, soit par email, donc c'est un vrai plaisir de vous rencontrer aujourd'hui. Donc oui, je vais vous parler du bilan régional, des suites après évaluation, l'inspection, qu'est-ce que c'est par rapport à l'évaluation. Je vais vous parler d'un certain nombre de choses. Et ça sera avec plaisir de vous poser des questions et que je puisse y répondre au mieux. Alors là, c'est encore les titres. Donc on va commencer par parler la remise de l'évaluation. Comment, pour ceux qui n'ont pas encore fait leurs évaluations, comment vous devez transmettre le rapport. Et qu'est-ce qu'on en fait de ce rapport? C'est la grande question pour vous, donc je vais tenter y répondre. Puis après, je vais vous parler du bilan régional. Nous avons reçu un certain nombre de rapports, pas autant que la HAS, mais un certain nombre de rapports et je vais vous donner un petit bilan. Puis après, on va parler un peu vers une démarche d'amélioration continue de la qualité. Donc, enfin, en région Bourgogne-Franche-Comté, on a un peu notre vision côté ARS et puis voilà ce qu'on souhaite partager avec vous. Donc, si nous commençons par la transmission du rapport d'évaluation et des suites données, la première information, c'est que nous utilisons en fait une plateforme qui est normalement dédiée à la contractualisation, donc à l'élaboration de votre CEPOM. Et en fait, on la détourne, cette plateforme, et on l'utilise aussi pour le dépôt des rapports d'évaluation. Donc voilà, on a un système qui s'appelle la plateforme ICARS, avec un peu, pour votre petite information, je suis référente nationale de cette plateforme ICARS, donc ce qui est facile pour moi de détourner la plateforme et de vous permettre de déposer justement ces rapports d'évaluation. Rapports d'évaluation qui doivent être transmis aussi avec le fameux tableau de cotation, qui est un tableau Excel qui est issu de SINAE, et le plan d'action, si vous avez un plan d'action à remettre aussi dans le cadre de vos critères impératifs inférieurs à 4. Alors, sachez que les ARS et les conseils départementaux n'ont absolument pas accès à SINAE. Ça nous est vraiment réservé, c'est réservé au cabinet d'évaluateurs, c'est réservé à la HAS, mais nous, il n'y a pas accès. Donc quand vous nous posez des questions sur comment faire sur SINAE, je ne suis pas en mesure de vous répondre, j'en suis désolée. Par contre, sur ICARS, il n'y a pas de problème, je vous réponds. Pour pouvoir accéder à ICARS, il faut créer un compte. Donc pareil, des fois je reçois des mails en m'indiquant mais votre plateforme ne marche absolument pas. Si elle marche bien, à partir du moment où vous avez un compte. Donc demandez-moi la création d'un compte pour pouvoir créer cet accès à la plateforme. Il faut 4 petits éléments. Un prénom, un nom de famille, une fonction et une adresse mail. Alors une adresse mail absolument pas partagée avec quelqu'un d'autre, s'il vous plaît. C'est une personne égale une adresse mail. Et à partir de ces 4 éléments, je vous crée l'accès à la plateforme ICARS. Et je vous envoie même un petit guide, un petit mode d'emploi pour que vous puissiez savoir exactement comment faire pour déposer vos rapports d'évaluation, votre tableau de cotation et votre plan d'action si nécessaire. Donc ça, c'était la petite introduction par rapport à la transmission donc, de ces rapports. Puis après, qu'est-ce qu'on en fait? Donc c'est la diapositive suivante. En fait, avec le conseil départemental de la Nièvre, nous avons créé une matrice. C'est vraiment un travail que nous avons fait pendant le tout début, puisqu'on a attendu d'avoir le premier rapport d'évaluation pour voir à quoi il ressemblait. On ne savait pas à quoi il ressemblait. Donc, une fois qu'on a reçu ce premier rapport d'évaluation, avec le conseil départemental de la Nièvre, on s'est attelé à la tâche de créer une matrice pour essayer justement de faire une première analyse de ces rapports. Et cette matrice nous a permis donc de créer une synthèse qui est sur 2 pages. Alors là, vous la voyez en tout petit, mais on va la détailler en plus gros. Donc comme ça, vous allez avoir une grille de lecture de cette synthèse. Et dans cette synthèse, ça va permettre d'avoir une première lecture visuelle, puisqu'on voulait quelque chose de relativement visuel. Et à partir de cette synthèse qui est transmise aux différents interlocuteurs que j'ai notés, vos référents ARS de chaque territoire,
Les référents aidés ont aussi accès à cette synthèse et puis à vous-même. À partir du moment où vous êtes inscrit sur la plateforme ICAS et que la synthèse est élaborée, je la dépose dans le même répertoire où vous avez vos rapports d'évaluation. Alors, il me faut un petit peu de temps quand même pour... puisqu'on est en fait deux à travailler sur vos rapports d'évaluation à réception. Donc du coup, on est à deux, le temps d'intégrer vos résultats dans notre matrice, il faut un petit délai. Et donc après, on génère la matrice et on la pose donc dans ICAS. À quoi donc elle ressemble concrètement cette synthèse? Alors, deux pages, là, le haut de la première page, donc il y a les informations élémentaires. Alors, j'ai mis en noir pour ne pas identifier la structure, mais c'est une vraie synthèse. Donc du coup, avec un certain nombre d'informations, la date du rapport, est-ce qu'il y a eu un plan d'action, l'organisme gestionnaire, quel type d'établissement, quel département, etc. Puis vous avez un premier petit tableau, là, en bleu, où vous avez en fait deux colonnes. La première colonne, c'est l'ensemble des critères standards qui ont été classifiés. Alors, avec les cotations à côté, alors sachez qu'on a dû transformer le étoile en 5. Voilà, pour pouvoir faire notre matrice, on n'a pas eu trop le choix. Excel n'acceptait pas l'étoile, donc on l'a transformé en 5. Donc vous avez l'ensemble des critères, les cotations des critères sur la première colonne standard et les critères impératifs sur la deuxième colonne. À partir de l'ensemble de ces critères, ça nous permet de voir un petit peu où vous en êtes par rapport aux différentes cotations. Puis vous avez un petit graphique où on a fait une moyenne par thématique. Alors, on a vraiment saisi les 9 thématiques que la HAS a déterminées. Donc, on travaille à partir de ces 9 thématiques et on a fait ce petit graphique à côté en reprenant les critères à la source. C'est-à-dire qu'on n'a pas fait des moyennes de moyenne, puisque quand vous regardez dans vos rapports, vous avez la moyenne de la bientraitance sur le chapitre 1, vous avez la moyenne de la bientraitance chapitre 2, etc. Nous, on est reparti du critère. On a rassemblé tous les critères liés à la bientraitance et on a fait une moyenne à partir de ces critères. Donc du coup, vous avez dans le premier petit graphique bientraitance, c'est que ça soit des critères du chapitre 1, 2 ou 3, ils sont tous mélangés pour créer une seule moyenne. Puis vous avez un petit graphique radar qui est le graphique qui va regrouper uniquement les critères impératifs. Donc là, vous avez l'exemple des critères donc, qui sont cotés de 1 à 5 étoiles. Et lorsque un critère n'est pas évalué, à ce moment-là, il est noté 0. Ce n'est pas parce que vous avez une note 0, c'est parce qu'il n'est pas évalué. Voilà le haut de la page, à quoi ressemble votre synthèse. Le bas de la page, on va reprendre les 9 thématiques. Et à nouveau, ça nous permet d'avoir un visuel sur le résultat de vos cotations par rapport à ces 9 thématiques. Par contre, dans ces graphiques, il n'y a pas les critères impératifs, il n'y a que les critères standards. Donc ça permet de manière visuelle d'avoir cette première synthèse où vous en êtes par rapport aux différentes thématiques de la HAS, du référentiel HAS. Puis la deuxième page est réservée à deux types de cotations. On retient les cotations qui sont cotées 1, les cotations qui sont cotées 2, et puis ceux qui sont cotés 5, c'est-à-dire étoiles. Et là, on liste l'ensemble des critères qui ont été cotés 1, 2 et 5. Donc vous avez d'emblée voilà, les différents critères que nous regardons avec attention. C'est tout bon? On passe au premier bilan. Donc le bilan régional, nous avons réceptionné entre mars 2023 et juin 2024, nous avons réceptionné 294 rapports que nous avons traités, que nous avons intégrés dans notre matrice. Donc, je vous rappelle, on était 2, donc c'est vrai, la question c'était tout à l'heure, c'est voilà, on a transmis notre rapport, on n'a pas d'informations, etc. Il faut nous laisser un petit peu de temps pour l'intégrer dans la matrice, et surtout, maintenant que ça fait un petit délai, hein, et les 294 rapports ont leur synthèse, donc allez voir sur les cartes. Si vous avez déposé votre rapport
qui est voilà, daté au plus tard juin 2024 et que vous les avez déposés jusqu'à septembre 2024, normalement vous avez votre synthèse à disposition puisqu'on joue la transparence, on nous donne la synthèse que nous avons tirée de votre rapport. Donc 294 rapports et nous en attendions pour cette période-là 326, ce qui veut dire que nous avons tenu 90,18% des rapports attendus. Donc c'est quand même un taux très très bon. Merci de nous avoir transmis vos rapports dans les délais, avec les difficultés que vous avez pu rencontrer. Vous avez essuyé les plats, ça on en est conscience. Donc voilà, vraiment un très très grand merci pour votre implication justement dans ce travail que vous avez effectué et dans cette remise de rapport. Il nous en reste encore quelques-uns, mais on a confiance, ils vont bientôt arriver. Et puis, quand on regarde les statistiques, il y a au niveau du secteur personnes âgées 54% des rapports, secteur handicapé 43% des rapports, et puis il y a 3% de rapports qui sont un mixte en fait de PAPH, par exemple des SIAD qui peuvent avoir voilà, les deux types de publics. Essentiellement pour 69% des rapports conjoints avec les CD, et puis pour 31% uniquement compétences ARS. Alors dans ces statistiques, il n'y a absolument pas les rapports, je vous le dis d'avance, à compétences spécifiques CD. On a fait l'analyse que des rapports où l'ARS était concernée. Et puis vous avez en dessous du graphique les territoires de la Bourgogne-Franche-Comté, le nombre de rapports reçus. Donc 294 rapports avec un certain nombre de cotations. Et si nous regardons l'ensemble des cotations qui ont été notées de 1 à 5, de 1 à étoile, en tout, sur les 294 rapports, il y a eu 42 608 critères évalués. Donc on a évacué tout ce qui était RIP, dépenses inadaptées, c'est ça, non concernées, enfin tous les critères non évalués, etc. ne rentrent pas dans ces 42 608 critères qui ont été évalués sur ces 294 rapports. Et quand on regarde donc le résultat, eh bien, plus des 3/4 des critères ont une cotation de 4, ce qui correspond aux attendus. Il y a 1,60% des critères qui ont une cotation étoile. Puis, il y a 18,23% de cotation au niveau 3. Donc, ce qui veut dire qu'il y a une marge de progression. C'est plutôt, voilà, vous avez de quoi faire pour progresser. Et il y a 1,11% à cotation 1 et 4,79% de critères à cotation 2, ce qui représente en fait un volume de 5,9% de critères qui ont été cotés 1 et 2. Alors si on fait un petit focus sur ces critères 1 et 2, sur ces presque 6% de critères, voilà ce que l'on trouve. En fait, quasiment plus de la moitié, plus des 3/4 des rapports ont au moins un critère coté 1 et 2. Donc 79,59%, soit 234 rapports ont écrit au moins un critère coté 1 ou 2. Et parmi ces 234 rapports, il y en a 94 qui ont plus de 10 critères cotés 1 et 2. Et parmi ces 94 rapports, il y a 38 rapports qui ont plus de 20 critères cotés 1, qui ont 20 ou plus critères cotés 1 et 2. Donc voilà, vous avez quasiment tous eu au moins un critère coté 1 ou 2 dans vos rapports, puisque ça correspond aux 3/4. Et donc si on va, voilà, si on continue l'étude un petit peu plus loin, on a recensé le top 10 des critères ayant eu une cotation 1 et 2. Donc vous avez ici la liste des critères
qui ont reçu. Alors, je pense que le diaporama sera diffusé, hein, donc vous pourrez l'avoir en détail. Hein. Je me tourne vers le récap que je vois. Oui, hein, il sera diffusé. Ah oui, voilà. Je regardais là alors que c'était là. Hein, il sera diffusé. Donc, vous aurez la liste des critères, le top 10 des critères ayant eu une cotation 1 ou 2, avec une attention particulière sur le premier critère, où un peu plus d'un quart des rapports. Le critère, c'est les professionnels sont régulièrement sensibilisés et ou formés au repérage, à la prévention et à la gestion des risques de rupture de parcours de la personne. Donc, ça a été une surprise parce qu'on avait déjà fait ce petit travail l'année dernière avec le RECA sur notre top 10 et c'était pas du tout ça. Donc voilà, c'est parmi ces 294, voilà, plus de 25%. Il y a ce critère qui est apparu. Donc ça a été une grosse surprise pour nous. On avait d'autres critères qui revenaient, mais voilà, on a découvert ça. Donc vous avez l'ensemble des 10 critères qui ont eu le plus de cotations 1 et 2, avec un petit focus que nous allons voir après sur le critère numéro en 4e position, qui s'appelle « Les professionnels sont régulièrement sensibilisés et ou formés au RBPP, procédures et références spécifiques à leur cadre d'intervention ». Alors pourquoi j'en parle? Parce que nous avons fait aussi le top 10 des critères ayant eu une cotation étoile. Et voilà, vous avez le top 10. Et on retrouve ce fameux, en 8e position, on retrouve ce fameux critère, les professionnels sont régulièrement sensibilisés ou formés au RBPP, procédures et références spécifiques à leur cadre d'intervention, avec 15 rapports, donc 5,10% des rapports, 15 rapports qui, eux, ont eu une note, une cotation, 5. Donc voilà, ça a été aussi une surprise de voir que certaines cotations pouvaient être là, vous êtes retrouvés en difficulté et vous avez une cotation 1 et 2, mais que ces mêmes critères peuvent être dans certains établissements cotés à 5 étoiles. Donc vous aurez, à travers le diaporama, ce top 10 des critères ayant une cotation 1 et 2 et le top 10 des critères ayant une cotation étoile. Et alors, je vais déroger au principe, parce que j'aime bien déroger au principe, parce que vous avez déjà des questions avant qu'on parle de vers une démarche d'amélioration continue de la qualité. Est-ce que vous avez déjà envie de vous exprimer Oui. Ah oui, mais je vais pas vous entendre en fait. Oui, vous n'aimez pas le micro, mais c'est pas grave. Je suis Jean-Pierre Saïsiti, donc responsable de la France Handicap en Côte d'Or, et il y avait quand même un objectif à la base lorsque le référentiel a été élaboré sur ce nouveau dispositif-là, c'était pour les autorités de tarification qu'il y ait une période de lissage, c'est-à-dire que pas tous les rapports d'évaluation ne soient envoyés en même temps à l'ARS. Est-ce que vous avez ressenti cet effet-là ou pas? Est-ce que vous avez une autre question dans la salle? Non, alors on a essayé de répartir au mieux lors de l'élaboration des arrêtés de programmation, on essaie de lisser au mieux, d'essayer d'avoir une programmation efficiente. Bon, il y a eu beaucoup de demandes de report, beaucoup d'inquiétudes, etc. Donc c'est trop tôt en fait pour pouvoir vraiment répondre à votre question, il nous faut plus de recul. D'autres questions? Oui. Moi je m'interroge, c'est parce que quand on réalise ces accompagnés traceurs, on est souvent sur les cotations 1 ou 2, parce que les personnes ne se rappellent pas, ou on n'est pas forcément sur le but de la réponse inadaptée, mais on le disait ce matin, ils n'ont pas le souvenir, ils ne s'en rappellent pas, enfin, en fonction de la manière dont on pose la question. Et du coup, je m'interroge de l'impact justement de ces réponses des personnes accompagnées, notamment sur les cotations 1 ou 2 par rapport aux entretiens qu'on peut avoir avec les professionnels et la gouvernance. Alors, quand vous regardez les critères qui sont le plus cotés, ce n'est pas vraiment les personnes accompagnées qui sont visées ici. C'est vraiment, on est plus sur des critères liés aux professionnels, sur la sensibilisation et la formation, quelles que soient les thématiques. Quand vous regardez, le premier critère, c'est donc la rupture de parcours de personnes.
Ensuite, on a un deuxième critère, justement, on en parlait, hein, comment voilà, les établissements sont en difficulté par rapport au risque de radicalisation et de prosélytisme. Mais après, quand on regarde, c'est à nouveau la sensibilisation, l'information, alors là, aux activités et approches non médicamenteuses, au RVPP, à la gestion de crise, au questionnement éthique, à la prévention et à l'éducation à la santé, à la connaissance des droits de la personne accompagnée. Enfin voilà, on n'est pas trop sur une réponse de la personne, hein. On est vraiment sur plutôt lié aux professionnels, comment la sensibilisation. Alors, on a eu une discussion avec Madame Bergot hein, sur de quoi parle-t-on quand on parle de sensibilisation et de formation. Pour moi, c'est pas juste un plan de formation, démontrer que vous avez mis en place voilà, des formations liées à la bientraitance, des formations, etc. Il y a aussi tous les à côté pour moi, qui rentrent dans la case de sensibilisation. Donc du coup, il y a tout ce que vous mettez en place dans vos réunions d'équipe, parce qu'à un certain moment, vous n'abordez pas un sujet particulier. Enfin, il y a vraiment tous les à côté. Alors, après, peut-être que les professionnels sont tellement habitués que du coup, face à l'évaluateur, ils n'en ont pas parlé parce que c'est quelque chose de courant. Sauf que voilà, les conséquences, c'est que vous avez eu une cotation 1 et 2, donc peut-être réfléchir justement comment mieux repérer tous ces à côté qui sont mis en place, parce que vous faites énormément de choses, hein, on a parfaitement conscience, mais voilà, pour pouvoir atteindre cette cotation de fonds. Mais voilà, quand on regarde les top 10, on n'est pas trop lié à voilà, ce qu'a pu répondre une personne accompagnée, qu'on est vraiment plutôt à ce qu'a pu répondre le professionnel. D'autres questions? Oui. Bonjour, je suis Christelle Parizeau, responsable qualité à la DMR du Jura. Donc, les évaluations, qui est la planification d'un gel, et donc se dérouleront entre mi-2025 et fin 2027. Est-ce qu'on a une idée de quand on aura les calendriers? Et ma deuxième question, c'est, étant donné qu'on est en train de s'organiser en service autonomie à domicile, est-ce qu'il y aura la possibilité d'un échantillonnage, sachant qu'on a 29 associations, où l'évaluation se déroulera dans chacune des structures? Alors, pour tout ce qui est SPASAD, SIAD, etc., comme il y a eu un moratoire, on part plutôt sur 2026. Mais il n'y a pas encore le calendrier, puisqu'on est en train de... Et ça, je vais vous en parler juste après. On est en train de lier au maximum les évaluations avec les CEPOM, avec l'idée que l'évaluation ait lieu 1 an avant la date d'effet du CEPOM. Donc du coup, on est en train de mettre en place. On est en fait dans une période un peu transitoire. Donc les deux calendriers ne sont pas encore bien nickel. En plus, au départ, il y a eu beaucoup de demandes de report, hein, je ne cache pas, l'établissement. Donc du coup, ça a désorganisé un peu le calendrier qu'on avait commencé à construire par rapport au CEPOM. Prochain cycle, je pense que les choses vont s'améliorer, mais pour tout ce qui est SIAD, SPASAD, on a, sauf ceux qui ont demandé à le faire maintenant, parce qu'il y a eu des SIAD, des SPASAD qui ont voulu quand même faire leurs évaluations, donc on leur a dit, allez-y, hein. À partir du moment où vous souhaitez avoir cette photographie pour savoir où vous en êtes, allez-y. On ne vous empêche pas, mais sinon pour les autres, ce sera plutôt 2026. Premier trimestre 2026. Et donc là, on est en train de faire un gros travail de liaison entre CEPOM et évaluation. Donc pour l'instant, il faut vous référer sur le premier arrêté qui a été publié en 2020. Et si, voilà, après, on échange par mail, donc il n'y a pas de souci. On est à l'écoute, si vous souhaitez avoir une demande de précision, une date ou quoi que ce soit, je réponds volontiers, il n'y a pas de souci. Et si vous avez beaucoup d'établissements, vous pouvez aussi l'étaler dans le temps, c'est-à-dire qu'on se met d'accord sur un calendrier, avec une date d'échéance. Est-ce que je peux me permettre, excusez-moi, est-ce que je peux me permettre d'ajouter une petite chose? J'ai entendu parler de la notion d'échantillonnage. Je vous rappelle juste la réglementation. Une autorisation, une évaluation. Oui, les échantillonnages, ça n'est absolument pas possible. Et dans le cadre de la publication des résultats, il s'agira bien pour chaque structure
d'arriver à identifier quelle est la qualité de la prestation. Donc même s'il peut y avoir du multi-établissement, il faut que tout ça soit extrêmement logique avec des dynamiques de direction commune, de dynamique d'équipe commune, mais vous ne pourrez pas avoir des évaluations qui vont porter sur toute une région par exemple, où je ne sais pas combien ça pourrait représenter d'établissements, de structures, mais elles ne pourront pas faire l'objet d'un seul rapport. Comment vous arrivez à faire un plan d'action spécifique si vous êtes perdu, c'est combien de... Donc après, c'est vous qui définirez exactement des regroupements, mais enfin, il faut quand même que ce soit quelque chose, je pense, rapide. Oui, non, vous avez bien fait. Pardon, je n'ai pas entendu le mot échantillonnage. Le retour du micro n'est pas bon, donc du coup, peut-être je réponds complètement à côté de la plaque, hein, donc pas mon boulot. Mais le retour du micro, je n'ai pas entendu le mot échantillonnage, donc il n'y a pas d'échantillonnage. Il faut vraiment que tous vos établissements soient évalués. Après, voilà. Pardon. Merci. On parle, monsieur l'horloge, monsieur maître du temps. Il vous reste combien de temps? Parce que là, je voudrais parler d'un truc important. Pardon? Ah, j'ai encore du temps? Ah, formidable. S'il n'y a pas encore de questions sur, voilà, sur ce bilan, sur la manière de transmettre les évaluations, sur tout ça, j'aimerais bien aborder avec vous une nouvelle thématique qui s'appelle vers une démarche d'amélioration continue de la qualité en région Bourgogne-Franche-Comté. Alors, ce que je vais vous montrer, ce sont des propositions, des préconisations, pas des obligations. Donc, ce que nous vous proposons, c'est de mettre en place des étapes de la démarche qualité, de la démarche d'amélioration continue de la qualité dans vos établissements. On a créé une espèce d'étapes, de circuits, enfin voilà. Qu'est-ce qui serait intéressant de mettre en place dans vos établissements? C'est d'avant tout de mettre en place une évaluation. En fait, on a beaucoup de demandes de report avec pour motif, c'est on ne va pas pouvoir faire l'évaluation parce qu'on a notre projet d'établissement à faire. Et dans notre sens, le projet d'établissement, il devrait se faire après l'évaluation. Et après, si vous êtes dans le cycle du CEPOM, après le CEPOM. Pourquoi? Parce que si vous faites votre projet d'établissement avant, bien sûr, vous allez répondre peut-être aux attentes de l'évaluateur, mais si l'évaluateur vous dit qu'il y a un certain nombre de choses à améliorer, donc à mettre un plan d'action, que derrière vous négociez un CEPOM avec l'ARS, et qu'il y a un certain nombre de choses à mettre en place, ça veut dire que votre projet d'établissement que vous avez travaillé peut-être 6 mois auparavant, il est devenu caduc. Puisque je vous rappelle qu'un projet d'établissement, il doit répondre à 3 questions. Un, c'est comment fonctionnons-nous, où voulons-nous aller, et comment on va y arriver. Donc avec l'évaluation, et puis avec le CEPOM, ça va modifier la donne de où est-ce qu'on veut aller. Donc ça veut dire que rebelote juste derrière votre évaluation, votre CEPOM, vous devez refaire votre projet d'établissement, parce que le projet d'établissement, la loi dit qu'il doit être toujours à jour. Il n'est pas rangé dans un placard en disant on va rebelote, dans 5 ans, on va retravailler le projet d'établissement. Il doit être toujours à jour. Donc du coup, stratégiquement, l'idéal, ça serait que vous fassiez votre évaluation pour avoir votre fameuse photographie de où en sommes-nous par rapport à ce référentiel. Puis après, la discussion avec la négociation avec l'ARS, avec les conseils départementaux, on se met d'accord par rapport au CEPOM. Donc vous savez, voilà, dans les 5 ans, ce qui est attendu, sur quoi vous allez travailler. Donc c'est à ce moment-là qu'il sera intéressant que vous fassiez votre projet d'établissement. Une fois que vous avez réalisé votre projet d'établissement, eh bien, retravaillez vos outils de la loi 2002 pour livret d'accueil, règlement de fonctionnement, etc. Alors, je vous dis tout ça, je ne vous l'ai pas dit, enfin si, lors de l'introduction ce matin, je suis une ancienne évaluatrice. Et j'ai fait un certain nombre d'évaluations, et combien de fois j'ai vu des structures qui avaient un projet d'établissement qui avait strictement rien à voir avec ce qui était écrit dans les livrets d'accueil, dans le règlement de fonctionnement, etc., où tout était déconnecté.
Et du coup, avec des plans d'action, où il y avait près de 150, 200 actions dans le plan d'action, ce qui était totalement infaisable, et en plus fait sur les 2 premières années. Donc 200 actions à faire en 2 ans. Et la question qu'on posait, puisque j'étais en binôme, la question qu'on posait au directeur, enfin directrice, mais quand vous avez créé ce plan d'action, vous pensiez qu'il était réaliste? Alors non, de toute façon, vous savez très bien qu'on allait jouer. Donc du coup, non, il faut vraiment que vous ayez, mettez en place une démarche cohérente, logique, donc évaluation, CEPOM, vos projets d'établissement en fonction de ce qui a été, voilà, revoir vos outils pour qu'ils soient toujours d'actualité. Et avec tout ça, vous avez créé en fait votre plan d'action. Et dans ce plan d'action, ce que l'on voit, c'est essentiellement 4 grandes choses. Alors, ce sont des préconisations, enfin, des propositions, c'est pas du tout imposé. Donc, à travers ce plan d'action, de voir peut-être toutes les actions que vous pouvez mettre en place pour améliorer les conditions d'accueil et de vie des personnes accompagnées. Tout ce qui est possible d'améliorer sur les pratiques professionnelles des personnels, tout ce qui peut être amélioré sur l'organisation et ses divers processus, afin d'assurer l'efficience des ressources engagées. Et une chose qu'il ne faut surtout pas oublier, parce que c'est souvent oublié, c'est mettre en place une veille des attentes environnementales et partenariales, c'est-à-dire est-ce que vous répondez toujours aux besoins des personnes de votre territoire. Donc voilà, une logique que nous vous proposons avec, bien sûr, et ça a été rappelé ce matin et je vais le rappeler maintenant et puis sur la slide suivante, dans votre bilan annuel, de mettre où vous en êtes par rapport à ce plan d'action. Donc chaque année, dans le plan annuel du rapport d'activité, je dis plan annuel, c'est le bilan annuel, de votre rapport d'activité, de faire un point, un focus sur où vous en êtes dans votre démarche qualité. Alors la question de ce matin, c'était, mais il semblerait que on va mettre en place une harmonisation des rapports d'activité. Oui, il y a un travail en interne de l'ARS pour, par secteur d'activité, de mettre en place des rapports d'activité dans l'idée d'avoir une harmonisation pour que l'on passe tous du même langage et de la même chose. Et ce que l'on vous propose aussi, c'est de mettre en place un plan d'action harmonisé. Donc je vais vous montrer à quoi pourrait ressembler le plan d'action, quelque chose de relativement simple. Si vous n'avez pas encore mis de plan d'action, vous pouvez me le demander, je vous l'enverrai par mail. C'est un tableau Excel. Et je vous ai rappelé l'article du CNSF qui dit comme quoi vous devez, vous avez l'obligation de remettre chaque année votre plan d'action et surtout sa mise à jour, son suivi. Est-ce que vous avez des questions par rapport à cette démarche avant que nous abordions justement la différence entre évaluation et inspection? Est-ce que vous avez déjà les premières questions par rapport à cette démarche que nous vous proposons? Moi j'ai une petite question fort pratique, puisque je sais que vous aviez, on est en train d'échanger autour de ça avec ma collègue en vous écoutant, pour recaler sur le rythme évaluation, CEPOM et projet d'établissement. Oui. Alors, pour évaluation et CEPOM, donc nous on s'en charge. On est en train de faire les arrêtés de programmation. Pour le projet d'établissement, sachez qu'un projet d'établissement, la loi dit qu'il est au maximum de 5 ans. Mais votre projet d'établissement peut être que d'1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Donc du coup, vous pouvez recaler à partir de là. Vous avez déjà votre projet d'établissement qui a 3 ans. Vous pouvez très bien en refaire un au bout de 3 ans. Vous n'êtes pas obligé d'attendre les 5 ans. Et pareil, pour les livrets d'accueil, le règlement de fonctionnement, pour vos contrats de prestation, de séjour, enfin, quel que soit le nom du contrat, ils doivent être toujours à jour. Donc s'il y a eu une modification importante dans l'année, vous devez remettre à jour ces documents. Donc c'est pareil, ce ne sont pas des documents qui doivent être mis à jour tous les 5 ans, mais ils doivent être remis à jour
autant de fois que nécessaire à partir du moment où il y a eu des modifications dans votre organisation. Ça va, je ne dis pas de bêtises. Est-ce que vous avez d'autres questions avant qu'on parle d'évaluation versus inspection? Oui, une autre question? Bonjour, Daniel Abra, directeur du C55. Une petite question sur les rapports d'activité harmonisés. Un petit peu. Est-ce qu'il y a une réflexion sur les indicateurs? Parce que je trouve que c'est un gros enjeu. Donc effectivement, avoir un rapport d'activité harmonisé, oui, c'est bien, mais on voit qu'il y a une disparité au niveau des indicateurs. Oui. On est en train de faire ce travail-là, justement de remettre à plat tous les indicateurs. Pour déjà, on se rend bien compte qu'on demande 10 fois les mêmes indicateurs, donc l'idée c'est d'épurer tout ça et de proposer des indicateurs. Alors, on ne pourra pas travailler au niveau national. Le tableau de bord de la alors, j'ai un performance. Tableau de bord de la performance, merci. Un tableau de bord national. On ne pourra pas travailler sur ces indicateurs, on ne pourra pas faire modifier. Il y a un certain nombre de choses au niveau national, on ne pourra rien faire. Mais au niveau régional, on est en train de faire, on s'est mis au travail, on est en train de travailler pour réduire justement le nombre d'indicateurs qu'on pourrait vous demander, y compris on est en train de travailler sur les CEPOM, on est en train de tout travailler. On est tout en train de mettre à plat pour qu'à chaque fois qu'on vous demande quelque chose, ça soit pertinent, que ça soit vraiment utile. Parce que c'est bien de vous demander un tas d'indicateurs, mais si on n'en fait rien derrière, c'est de vous faire travailler pour rien. Donc là, on est vraiment sur une réflexion d'efficience pour que chaque fois qu'on va vous demander un indicateur, c'est parce qu'on va en faire quelque chose derrière. Mais il nous faut du temps, ça demande du temps, de pouvoir faire ce travail de fond qui est enclenché. Et voilà, ma responsable va intervenir et elle va complète pour vous indiquer, oui, que cette réflexion effectivement s'est engagée et à la suite du travail de contractualisation qu'on a fait autour de la transformation de l'offre, qui nous amène déjà un certain nombre d'indicateurs qu'on ne voit pas assez harmonisés encore en région parce qu'il y a encore des interprétations possibles dans l'analyse qu'on est faite au niveau de chaque structure. La transfo en plus est passée par là, donc entre les parcours qui s'annoncent entre je prends le secteur enfance, entre la partie établissement, la partie hébergement, les files actives, on s'est rendu compte qu'on avait une grande disparité de retour. Du coup, aucun moyen finalement de benchmarker entre structures. Donc, et on a la chance d'avoir Agnès qui est référente ICARS au niveau national, Laura dans l'équipe qui s'occupe du tableau de bord de la performance qui est référente Helios, qui est un autre outil qui nous ramène de la donnée issue du national, ce qui nous permet dans l'équipe d'avoir les deux personnes qui peuvent agir aussi au niveau national pour remonter aussi ce type d'indicateurs et nous faire pression quand même sur le national pour leur amener de la définition. On voit aussi que les annexes activités, honnêtement, on les exploite quasiment pas parce que c'est tellement disparate dans les retours que donc là aussi on se dit nous on définit en interne ce qu'on en attend. On fait un webinaire où tous les établissements vous montrent de la table et on vous dit en cellule B4 ce sera ça, en cellule C8 c'est ça qu'on attend. Ce qui nous permet d'avoir ou pas la donnée, mais en tout cas se dire de quelle donnée réellement on a besoin. Et puis on avait aussi un grand nombre de rapports d'activité, donc là on échappe un peu à l'évaluation. Mais je sais que c'est une préoccupation importante pour vous. On a aussi tous les rapports d'activité, un peu tous les à côté, PCPE, les IME de répit, tous ces dispositifs qu'on a mis en place progressivement, qu'on a eu besoin d'évaluer au tout début, même tous les 6 mois, pour être sûr des montées en charge. On se dit ça y est, on va passer sur un rythme qui est que annuel. Et utiliser la plateforme ICARS pour récupérer les rapports d'activité et avoir tout le temps pareil, le même tempo et puis la même façon de récupérer la donnée. Mais ouais, c'est même pas 2025. Ouais. Enfin, ça sera sur l'activité 2025, mais 2026 au mieux. Alors, bien sûr, je fais partie des travaux nationaux, mais pas suffisant non plus. Pas suffisant. Puis aujourd'hui, il y a tous les dispositifs qui sont arrivés dans l'intervalle. Ça a vachement changé le paysage. Donc voilà. Oui, merci Nadia. Oui, on continue à détourner la plateforme ICAS. On va mettre les rapports d'activité, comme ça vous aurez plus à envoyer des tableaux Excel à droite, à gauche, enfin bref, de simplifier, on est sur de la simplification. Avec formation au bout, comment utiliser ICAS, etc. Mais là, on n'est plus sur les évaluations. Autre question? Avant qu'on parle évaluation versus inspection.
Non, c'est bon. Ok. Bon, je m'y attelle. Évaluation et inspection-contrôle. Alors, il est arrivé qu'on ait des retours du style, mais mon évaluation, mon rapport d'évaluation était très bon, mais je n'ai pas eu un bon contrôle d'inspection et vice-versa. Le contraire aussi est arrivé. On a eu un très bon rapport d'inspection, mais alors pas un rapport d'évaluation qui nous a surpris. En fait, c'est pas du tout la même chose. On n'est pas du tout sur la même philosophie, on n'est pas du tout sur la même démarche. La démarche évaluation, donc en fait, on est sur un processus d'amélioration continue de la qualité. Tandis que l'inspection-contrôle, c'est un contrôle de conformité aux réglementations et en vigueur. Donc on n'est pas vraiment sur la même chose. Autant l'évaluation, donc si je continue à regarder les différents points, c'est une démarche qui implique les professionnels pour identifier les axes forts et les axes d'amélioration. L'idée, c'est que toutes vos équipes travaillent ensemble pour aller vers une amélioration. L'inspection-contrôle, là, on est sur un processus officiel qui peut avoir donc des visites inopinées avec des entretiens possibles des professionnels et des usagers, mais ce n'est pas obligatoire. Ça peut être aussi du contrôle sur pièce, où là, il n'y a pas de rencontre avec les professionnels. Une évaluation, elle est menée plutôt de façon autonome par l'établissement, c'est l'auto-évaluation. Voilà, vous prenez la décision de faire cette auto-évaluation ou par un organisme externe accrédité selon une périodicité de 5 ans. Mais alors, une inspection, c'est aussi une évaluation, mais ponctuelle, souvent décidée par l'autorité de tarification de contrôle. Et là, c'est vraiment une mission régalienne pour vérifier 2 points importants, qui est la sécurité et le respect des droits des usagers. L'évaluation, donc, c'est un outil, comme je vous l'ai dit, d'accompagnement de la qualité, des prestations et de l'accompagnement des usagers, à partir d'un référentiel défini par la HAS. Donc, comme vous l'avez compris, l'inspection-contrôle, c'est à partir de la réglementation des lois, des décrets. Et la mission de l'inspection, ça peut aboutir à des recommandations, à des mesures coercitives en cas de non-conformité, avec des injonctions, ce qui n'est pas le cas de l'évaluation. Et l'évaluation, donc, elle est engagée selon un calendrier défini par les autorités de tarification et de contrôle, alors que l'inspection, ça peut être une démarche motivée par des signalements, des plaintes ou un plan de contrôle régulier. Les EHPAD ont vécu ce plan de contrôle qui a été mis en place, où tous les EHPAD passent par l'inspection et le contrôle. Et puis je me suis permise de mettre votre site internet, parce que c'est une mine d'informations. C'est très très riche en informations. Alors, côté inspection-contrôle, avant il y avait l'IGAS, il y avait le site de l'IGAS qui avait mis en place un petit cahier pour qu'est-ce que l'inspection, et dommage, j'ai regardé, il n'y est plus. C'est dommage, sinon je vous aurais mis le lien. Mais au niveau de l'évaluation, le site de la HAS, c'est vraiment une mine d'or, il faut vraiment y aller régulièrement, c'est super intéressant.